Bonsoir et bienvenue amis supporters de l'Olympique Lyonnais, c'est la Cour des Gones, épisode 11. L'Olympique Lyonnais est toujours leader du championnat et nous allons donc revenir, comme nous le faisons maintenant depuis plusieurs semaines, sur la rencontre entre Metz et l'Olympique Lyonnais et Metz à Gerland hier. Cette victoire est-elle logique? C'est l'une des interrogations que nous aurons durant cette émission. Pour m'accompagner, ils sont là, comme d'habitude, le Moped Show, Boule et Bill, le procureur Razik Brick. Bonsoir Razik et bienvenue. Bonsoir Razik. Ça va bien mon Razik? Très bien. On sera accompagné également de Nicolas Puybois. Applaudissements pour Nicolas. Bonsoir Nico. Et l'invité du soir, mesdames, messieurs, un ancien joueur de l'Olympique Lyonnais que Bernard Lacombe adore, je peux vous le dire, pour avoir parlé à plusieurs reprises avec lui. Il s'agit de Cédric Bardon. Faites du bruit, mesdames, messieurs. Merci. Bonsoir Cédric et bienvenue. Toujours autant attaché au football? Oui, toujours. Oui. Toujours autant attaché à l'Olympique Lyonnais? Obligé. La rencontre d'hier, on en a parlé il y a un instant, juste avant le début de cette émission, on l'a trouvée, nous, un peu particulière, un peu bizarre. Est-ce que c'est ton avis également? Oui, je crois qu'on a vu une rencontre avec une équipe qui était certainement bien au-dessus de l'autre et du coup, ça a fait un match un peu à sens unique. Donc, parfois, les matchs à sens unique arrivent à être ennuyeux et c'est ce qui s'est passé après le premier but. Tu as trouvé le match plutôt ennuyeux, toi? Ouais. Je dirais qu'on a fait une bonne entame de match jusqu'à ce qu'on marque le premier but et puis ensuite, c'est vrai que ça a un peu baissé au niveau du rythme. Et puis voilà, ça a été une rencontre sans trop de rythme. Très bien. Lulu de Villeurbanne, mesdames, messieurs, qui va dresser le portrait de notre invité, Cédric Bardon. Eh bien, ce dernier est en Thaïlande. Eh bien oui, Lulu se déplace en Thaïlande, avec son scooter, mais en Thaïlande quand même. Donc il nous a ramené quelques petites images de la Thaïlande pour dresser le portrait de notre invité Cédric Bardon. Ce que je vous propose, eh bien, c'est de le visionner avec nous. Et puis en fin d'émission, il est en train actuellement de regarder l'émission depuis Bangkok. Il nous fera sa petite synthèse que vous retrouverez sur le site olympiqueetlyonnais.com évidemment. Le portrait de notre camarade Lulu de Villeurbanne pour Cédric Bardon. Ce que je vous propose, eh bien, c'est de le regarder tout de suite, si ça vous convient. On va me dire en régie si c'est bon ou pas. On me dit que c'est parfait. C'est parti. Salut mon bon Lulu, toujours pas de tablette? Voilà. Bon, oui, ça va, je sais, c'est pas une tablette, c'est un truc, c'est un machin mais c'est pas, voilà, c'est un Apple, voilà, c'est des pommes. Bon, alors, Cédric Bardon, c'est qui, c'est quoi Bonté? C'est un gosse qui est né à Lyon et qui a commencé à jouer au football à l'Olympique Lyonnais. De 1986 à 1998, il a porté les plus belles couleurs de France. Et puis, patata. Comme s'il avait senti que l'année d'après, l'OL allait faire signer Anderson et s'envoler vers les sommets, ben lui, il a signé à Rennes. Voilà. Rennes. Alors, on ne sait pas si c'est les crêpes, le beurre salé, les artichauts qui l'ont attiré en Bretagne, parce que bon, ça peut être ni le climat ni le football, vous voyez. Le Stade Rennais, ou comment gâcher son pognon quand on est milliardaire, vous voyez. Tout le monde parle du foot business, du pouvoir de l'argent. C'est quand même le seul club au monde où un milliardaire a investi et où ils n'ont toujours rien gagné, vous voyez. Bon, bref, le Cédric, lui, il continue, il insiste en Bretagne, mais là, il va chez M. Le Gret. Alors, en avant Guingamp. Vous vous rendez compte, le pauvre God? Là, en avant Guingamp. Mais bonté, mais on n'a pas le droit. Normalement, on ne devrait pas avoir le droit d'appeler un club comme ça, bonté, mais déjà les habitants, ils s'appellent les Guingampais. Et Guingampais, c'est suffisamment éprouvant, mais en plus, ton club, c'est là en avant Guingamp. Bon, allez, bref. Encore plus longtemps qu'à Rennes, il reste, bien sûr, et il part de Guingamp en 2005 pour le Havre. Mais bon Dieu, mais bonté de bonté, mais c'est un parcours de dépressif, ça, bonté, mais le Havre, pour ceux qui y sont jamais allés, vous ne pouvez pas comprendre, pour les autres, vous avez compris. C'est une tristesse, mais à côté, Guingamp, c'est Saint-Tropez, vous voyez. Enfin bon, et pour se finir, il s'engage en Bulgarie. Les pays de l'Est, normalement, ça aurait dû, vous voyez, l'achever. Non, voilà, c'est là qu'on voit qu'il va tout déchirer. Il enchaîne les titres de Bulgarie, champion de Bulgarie, la coupe, la super coupe. Il va participer même à la Champions League. Comme quoi, comme un bon attaquant, appel contre appel, il a pesé sur la défense pendant tout le temps et résultat, il n'a pas doublé. Il n'a pas douté surtout, et il n'a pas marqué. Et après, c'est en roue libre, bien sûr, Israël, Chypre, la Bulgarie, et fin juste ça, Raphaël. Vous voyez, bon, voilà, bon. Il a eu un parcours atypique, vous voyez, un globe-trotteur du football, c'est un intérimaire de luxe. Pas étonnant qu'il dirige aujourd'hui une société d'intérim. Vous voyez, allez, Cédric Bardon, bienvenue dans la Cour des Gones, bonté.
Ah ben, applaudissements, mon bon Lulu, tu l'as bien mérité. Il a de la chance, il est en Thaïlande, Lulu. On l'en trouve à la fin de l'émission pour la synthèse. Évidemment, allez, on va démarrer cette émission avec quelques interrogations. Est-ce que vous considérez, messieurs, que le penalty est le tournant du match? On reviendra sur le carton rouge parce que autant il y a penalty, il n'y a pas de discussion possible. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, vous pouvez développer. Autant le carton rouge. Ah ben alors, tu penses qu'il n'y a pas penalty? Je ne dirais pas qu'il n'y a pas pénalty, mais je dis qu'il y en a une grosse majorité d'arbitres qui n'auraient pas sifflé. D'accord. Après, je pense que Gueza, sur le coup, il peut jouer en une touche. Enfin, on pourra demander à Cédric qui est attaquant. Je pense qu'il aurait peut-être été préférable qu'il le joue en une touche. Il joue bien le coup, il contrôle. Il y a contact en effet, mais c'est un peu léger pour moi. Après, qu'il y ait expulsion en plus par-dessus, c'est un peu… Ah ben le carton rouge, je trouve dur. Voilà, c'est très Mais dur. le péno, pas du tout. Enfin, bon. Écoute, Ouais, ça siffle et ça siffle pas. Ouais, voilà, ça se discute, Bart, en fait. Ouais. Effectivement, ça se discute. On peut comprendre les Messins en Bien sûr. disant, voilà, sincèrement, on peut les comprendre. On peut les comprendre qu'ils soient agacés, qu'ils soient furieux contre l'arbitre en se disant, bah, il n'y avait pas pénalty ou c'est sévère. Ils n'ont pas Honnêtement, tellement discuté sur et le penalty, c'est sur le rouge. Ils n'ont pas, effectivement, ils n'ont pas. On ne sait pas d'ailleurs le carton Mais le rouge. rouge, voilà, est-ce que derrière on. Comment l'arbitre le justifie en fait? Alors pour faire une confidence aux internautes de olympiquelyonnais.com et de cette émission, on est assis côte à côte, Nicolas Pudebois et moi et moi-même, donc ça À Gerland. à Gerland, À Gerland. en tribune de presse, et on s'est dit la même chose. On s'est dit, ça se trouve que le carton rouge, c'est parce que justement le joueur a contesté, a insulté peut-être l'arbitre. On ne le sait pas en fait au final. Ben non, s'il applique le règlement, il a dit une Ouais, mais occasion dans ce de cas-là, mais dans ce cas-là, il lui met le rouge à Samuel Mtiti dans l'action C'est ça. dans l'action qui suit en fin de première mi-temps. C'est possible. Dans la cohérence de l'arbitrage, ça aurait Non, dû mais être ça. je suis supporter de l'OL, moi. Cédric, est-ce que pour toi, il y a penalty et s'il y a penalty, il y a rouge? Franchement. Alors moi, j'ai pas pour habitude de contester les décisions d'arbitre. Il n'empêche qu'en direct à la télé, j'aurais pas sifflé. Donc voilà, après l'arbitre est certainement mieux placé que moi. C'est vrai que quand on voit le ralenti, on voit un petit accrochage. C'est vraiment une, Ça siffle, c'est vraiment une non? faute très très légère. Ouais. Et Ouais, c'est vrai que la siffle double pas. peine est en plus La double peine, très c'est très dur. lourde pour Metz, qui avait certainement pas besoin de ça pour ce match-là. Par contre, de là, Vas-y. et je suis pas du genre à polémiquer, je suis plutôt corporate avec mes confrères, mais de là à écrire, et c'est dans l'équipe, hein, parce que d'ailleurs Jean-Michel Aulas a fait des tweets là-dessus, de là à écrire que l'arbitre a favorisé l'OL, faut pas exagérer non plus. L'arbitre n'a pas favorisé l'OL, l'OL mérite sa victoire hier soir Bien entendu. contre le FC Metz, mais effectivement, on peut comprendre les Messins sur cette décision, c'est vrai que c'était sévère. Au regard, moi aussi je l'ai regardé au moins 3-4 fois, et honnêtement, Alors moi, il y a quelque chose qui me gêne dans votre discours, je vais vous dire lequel, je vais vous dire précisément pourquoi. Nico vient de me dire que finalement, il y avait peut-être carton rouge sur Umtiti. Bah si. Attends. Que le rouge n'est pas forcément justifié, que le penalty non plus. Après, le journaliste de l'équipe, visiblement, écrit que le match a été… bah, plus ou moins entre les lignes, et c'est ce qui a agacé Jean-Michel Aulas, on a le sentiment que l'OL a été favorisé par l'arbitrage. Bah, si c'est Honnêtement, trois- honnêtement, c'est pas le cas justement. Je crois pas que ce soit le cas. Je pense que Non, c'est non, sévère de bah dire non. ça. Non, c'est ce que je veux dire en fait par là. Je veux dire par là que je comprends les Messins. Voilà, c'est un fait d'arbitrage qui peut être Nico, discutable. Aujourd'hui, l'OL est dans la lumière. Il est leader du championnat et Ils sont pas dans ça. est poursuivi par Marseille, par Paris, Saint-Etienne. Et aujourd'hui, vu qu'ils sont dans la lumière, on va éplucher, on va vraiment regarder à la loupe tout ce qui se passe sur l'OL. Chose qu'avant, ça ne se faisait pas depuis le début de saison en fait. Donc du coup, aussi bien les bonnes décisions que les mauvaises, avant on y prêtait moins attention. En tout cas, l'équipe y prêtait moins attention. Aujourd'hui qu'on est dans la lumière, c'est suivi à la loupe et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a cet article-là dans ce fameux journal. Est-ce que c'est le tournant du match ou est-ce que, enfin, c'est ce que je pense, Lyon était tellement supérieur de toute façon qu'on n'avait pas besoin de ça? Alors moi je dirais que le vrai tournant du match, c'est l'occasion du Messin tout en début de match, lorsqu'il se présente tout seul devant le but et qui foire complètement sa frappe. Parce que je crois qu'à ce moment-là, prendre un but rapidement comme ça aurait été vraiment compliqué pour revenir. Je crois que c'est le vrai tournant du match. Après, c'est vrai que sur l'action, même si l'arbitre siffle penalty, je pense qu'effectivement le Lyonnais aurait dû marquer sur le coup. Donc il aurait dû frapper de suite. Bon après il s'en sort bien parce qu'on récupère ce penalty-là. C'est vrai que c'est peut-être le tournant du match, mais objectivement Lyon était bien supérieur à Metz et ça aurait été reculé pour mieux sauter. Comme disait Nico. Cédric en première mi-temps en fait, on a vraiment eu affaire à une attaque-défense. Les 11 Messins étaient dans leur camp, l'OL faisait bien tourner le ballon. D'ailleurs, on a 70% de possession de balle sur ce match-là. Considérable. C'est ce qui fait que ça a été… Je pense que l'OL a bien maîtrisé le match, mais ils n'ont pas mis assez de rythme du fait que Metz jouait à 11 derrière et ne leur donnait pas de possibilités. Alors c'est vrai que normalement, on est là pour déstabiliser et créer des occasions, ce qu'on a essayé de faire, mais on sait très bien qu'un bon match se joue avec deux bonnes équipes. Là, Metz est vraiment venu pour ne pas perdre et malheureusement, ils n'ont pas réussi
à aller jusqu'au bout de leur plan, mais c'est ce qui a empêché l'OL de faire un plus grand match. Est-ce que la sortie de Lacazette au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, c'est la très grosse tuile pour l'Olympique Lyonnais, ou est-ce qu'on en fait un tout petit peu trop avec Alexandre, même s'il marche solo, parce que quand on regarde ses stats, on est obligé d'en faire trop. Cédric, toi qui es attaquant. Moi, je dirais qu'un joueur qui est en confiance comme ça, en très grande confiance, être arrêté 3 semaines, comme c'est marqué en ce moment sur les journaux, c'est quand même préjudiciable parce qu'on ne sait jamais au bout de 3 semaines comment on va revenir. Il va falloir au moins une bonne dizaine de jours pour se remettre en jambes. Et pour un attaquant qui plus est de ce niveau-là, être arrêté, on ne sait jamais comment on va revenir. Après, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut s'en sortir sans Lacazette aujourd'hui? Après, aujourd'hui, Alexandre Lacazette, c'est quand même pas loin de la moitié des buts de l'Olympique Lyonnais. Donc, dire qu'on va s'en sortir sans lui, c'est dur. C'est quand même un très très bon joueur qui fait des très grosses performances. Il t'impressionne beaucoup, Cédric? Je dirais que déjà, par le passé, on en avait parlé. J'ai toujours dit que c'était un joueur que j'appréciais énormément. Absolument, parce que c'est un très très bon joueur. Et je suis pas du tout surpris par ses performances. C'est un joueur qui a énormément de qualité, qui va vite, qui est adroit, qui est malin en plus dans les déplacements. Et effectivement, pour moi, ça risque d'être très préjudiciable à l'Olympique Lyonnais. Maintenant, c'est une vraie tuile pour toi. C'est une tuile. Maintenant, il y a des jeunes derrière qui sont là et qui nous surprennent depuis ce début de saison. Donc, peut-être que Hubert va nous ressortir un as de sa manche. Pourquoi pas? Ou un lapin du chapeau. Bart, ce qui est important de préciser, c'est que l'inquiétude demeure. Mais à l'heure actuelle, à l'heure où on se parle, on ne connaît pas la nature de la blessure d'Alexandre Lacazette. Alors on enregistre, il est 16h17. Voilà, on va être précis, on ne connaît pas la nature, lésion musculaire, ça veut tout dire et rien dire. Et on ne connaît pas surtout la durée d'indisponibilité parce qu'il faut faire une IRM pour être sûr, pour connaître effectivement. Exactement, ouais. Voilà, et ça c'est important de le préciser. Nicolas, quelque chose à rajouter? Pour moi, c'est un maillon fort de l'Olympique Lyonnais, on le sait, et puis enfin, ses performances parlent pour lui. Maintenant, on va avoir la réponse à nos questions. Est-ce que l'OL, est-ce qu'une fois que Lacazette est blessé, est-ce que ça va être le désert en attaque à l'Olympique Lyonnais? On se pose la question depuis qu'il revient en forme, il enchaîne les buts. On va voir si ceux qui sont derrière ont les épaules assez larges pour le suppléer. Alexandre Lacazette qui n'avait plus raté de match en Ligue 1 depuis octobre 2013. Et c'était où? Au Stade Budo, à Monaco. Ah bah comme quoi… Il a bouclé la boucle. Ouais voilà, c'est ça. Alors on est obligé de parler de Cornet, qu'on a découvert à Gerland hier après-midi. Moi c'est un joueur que je connaissais très peu. Très franchement, j'ai l'impression qu'il était issu du centre de formation, tellement il est rentré dans le match avec légèreté et peut-être on reparlera encore de cette jeunesse, avec cette insouciance comme ça. Cédric, qu'est-ce que tu en as pensé? Je dirais que quand on arrive dans un groupe qui est très jeune, comme c'est le cas actuellement à l'Olympique Lyonnais, c'est toujours plus facile à s'adapter. Je parle en connaissance de cause parce qu'à mon époque, c'est ce qui m'est arrivé. On avait beaucoup de jeunes joueurs qui venaient d'être intégrés, donc c'est toujours plus facile parce qu'on est de la même génération, qu'on a les mêmes centres d'intérêt et que tout de suite on se retrouve un peu dans le discours des uns des autres. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a quelques anciens qui sont là pour encadrer, qui donnent un petit peu l'âme de ce club parce que je crois que c'est quand même une histoire ce club-là. Donc il faut arriver à faire transpirer ça aux nouveaux. Mais bon, après, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des jeunes joueurs, ils sont là pour s'exprimer, il faut les laisser faire, il faut leur laisser le temps aussi. Mais effectivement, c'est un jeune qui paraît avoir des qualités. Et on dit souvent que la première impression est la bonne. Est-ce que c'est l'impression qu'il t'a laissée hier soir à Gerland ou hier après-midi, elle est bonne? De toute façon, en tout cas, elle n'est pas mauvaise. Je dirais que c'est un jeune joueur qui a essayé de faire le maximum. Parle comme un footballeur. Non, mais c'est clair, c'est jamais facile de rentrer dans un match qui plus est contre son ancienne équipe. Absolument. Il est rentré avec des jambes, il a montré beaucoup d'envie, il a fait beaucoup d'efforts. Ça fait 5-6 mois qu'il n'avait pas joué. Hein. Voilà, donc voilà, effectivement, il a fait aussi pas mal de pertes de balles, il a fait des moins bonnes choses, mais dans l'état d'esprit, dans l'envie, dans tout ça, il a été très intéressant. Donc tu lui mets plutôt une bonne mention? Je lui mets un bon début, à revoir. Nicolas, est-ce que tu vas dans le sens de Cédric? Pour appuyer les propos de Cédric, en effet, les centres d'intérêt, le même âge, ça joue beaucoup. Après, pour ajouter à ça, un bon joueur, en général, il s'adapte de partout. Il s'adapte à la manière de jouer de ses coéquipiers et il bonifie ses coéquipiers. Donc pour le coup, hier, il a essayé il a mis beaucoup d'envie, il a beaucoup d'enthousiasme. Et puis pour ajouter à ça… Ce qui est bien, c'est que c'est un attaquant, donc il est percutant, ouais. Il provoque, ouais. Vif, voilà, attaquant moderne, on va dire. Et il est bon des deux pieds. Il est bon des deux pieds, et je crois que c'est cette idée Il s'est procuré beaucoup d'occasions. Il s'est procuré beaucoup d'occasions et il aurait mérité de marquer face à son ancien club. On a senti beaucoup d'envie. Et pour moi, on sent qu'il a du ballon et on en a beaucoup parlé d'Engie et tout ça. Il a le sens du jeu.
Voilà. Contrairement à NG, on sait qu'il faut qu'il progresse techniquement et sur ce point de vue-là, il a beaucoup de qualité de vitesse NG, mais je pense que Cornet est plus complet et il a vraiment le sens du jeu. Et ce qui est bien, c'est cette équipe Pro 2. Alors on dit jamais assez, il y a l'équipe première et il y a la réserve, on appelle ça l'équipe Pro 2. Et c'est vrai que c'est des joueurs qui sont, il y a des vestiaires qui sont à côté, ils sont tous les jours, ils s'entraînent à côté des pros, très etc. important, ça. Et ce joueur, Maxwell Cornet, connaît des jeunes joueurs de l'équipe Pro 2. Donc quand il est arrivé, il était vraiment bien Par rapport à l'équipe acclimaté, de France etc. Par rapport à l'équipe de France. Donc quand il est arrivé à Lyon, il a interrogé ces jeunes joueurs, il a été vite. On a l'impression qu'effectivement ce joueur, ça fait depuis longtemps ça fait 3 jours qu'il est là, mais on a ça fait l'impression 3 qu'il a jours, tout ça fait le longtemps temps, en effet. qu'il est présent à l'Olympique Lyonnais. Donc cet esprit OL, centre de formation, équipe première, voilà. En tout cas, si je fais une synthèse sur Focus qu'on vient de faire sur ce joueur en question, c'est bonne copie, mais à revoir. Ah voilà, À après il faut revoir, confirmer. c'est ça, hein. Voilà. Comme tout le temps, faut Et confirmer, bien sûr. beau travail, puisqu'on l'a eu ici sur ce plateau, donc on va le féliciter, de Flo Flo, Maurice, ouais. qui l'a repéré. Absolument. Donc, Florian a bien bossé cette fois-ci. Pourquoi cette fois-ci? On dit pas de mal de mes potes, d'accord? Salut Florian. Florian. On va se demander aussi pourquoi Lyon est un petit peu moins facile depuis le match face à Metz. On l'a vu aussi face à Nantes, c'était pas non plus, on n'a pas déroulé comme on a pu le faire les dernières semaines. Est-ce que vous me trouvez dur quand je dis ça ou est-ce que c'est juste? Cédric? Je dirais qu'il y a l'effet surprise qui est plus là. Quand on démarre une saison en affichant très peu d'ambition, comme ça a été le cas de l'OL, qui s'est fait sortir très rapidement en Coupe de l'UEFA, enfin en Ligue Europa maintenant, excusez-moi. Pas face à un monstre en plus, donc ça Voilà, a été, contre une équipe roumaine qui toute bonne qu'elle était, Ils étaient dans le était dur, largement hein. à notre portée. On a fait un très mauvais début de saison, il faut appeler un chat aussi. Bien sûr. Et donc du coup, on a bénéficié de cet effet de surprise qui fait que tiens, l'Olympique Lyonnais, on les attend pas et puis ils gagnent. Puis arrive un moment, l'effet de surprise il s'estompe. Donc les équipes qui jouent contre l'Olympique Lyonnais commencent à se dire attention, finalement on a une belle équipe en face de nous. Et donc du coup on va se méfier un peu plus. Et c'est vrai que quand on a des équipes qui jouent comme ça a été le cas de Metz ce week-end, tous derrière, c'est bien plus compliqué à développer du jeu, à trouver des espaces. On sait que quand même l'Olympique Lyonnais, c'est une équipe qui est à la base, c'est une équipe de contre avec des joueurs très rapides devant, une équipe qui va vite vers l'avant et qui utilise l'espace. Et c'est vrai que quand on tombe contre une équipe comme Metz qui est regroupée, ça réduit fortement les espaces et c'est bien plus compliqué. Donc je crois que c'est ce qui va se passer sur la fin de saison. Ouais. On a aussi une chance, c'est qu'on va jouer contre des grosses équipes qui sont censées elles aussi jouer pour gagner. Ça va libérer de l'espace pour nos joueurs. Mais après, le niveau va être quasiment le même. Donc, ce sera vraiment la meilleure équipe qui risque de gagner. Et, Avec un peu de réussite aussi, il en faut toujours. Il faut toujours de la réussite, mais voilà, il y a la dynamique qui est là. Mais chez les autres, les gros aussi qui arrivent, la dynamique est là aussi. Donc, je crois que ça va se jouer dans les semaines qui arrivent. Et tu vois, c'est ce qu'on disait avec Ludo dans les fois précédentes. Ces matchs-là, il faut les gagner. En début de saison, on n'a pas réussi à le faire. Contre Lens, contre Metz, c'est des points qu'on a perdus pour moi en début de saison. Et là, on arrive à faire le boulot. Alors c'est plus difficile, c'est vrai, mais on gagne les matchs. Ça fait 3 points. Le compteur, il continue de tourner. Et surtout, la dynamique, on engrange, la dynamique, elle est bonne. Et puis, nos adversaires étudient notre jeu. Donc, ils commencent à savoir comment on joue. Ils commencent à savoir que Fekir, la Casette, c'est des éléments importants. Notre milieu de terrain est bon, mais si on leur fait du pressing, c'est plus compliqué pour eux aussi. Donc voilà, les autres équipes nous étudient. Donc forcément, C'est pour ça qu'on est un petit peu moins facile selon Bien toi sûr, dans le donc, jeu. Oui, tout le monde veut gagner. Razik. Forcément, il l'a dit Cédric, Nicolas l'a dit aussi, tout le monde veut gagner contre Lyon. Donc tout le monde hisse son niveau de jeu, tout le monde veut faire chuter C'est le le leader. leader, C'est exactement. le leader de l'Olympique Lyonnais, hein, Bart. C'est Absolument. pour ça que t'as le sourire. Quand on gagne, ouais, j'aime bien. On va pas changer, surtout à mon âge. Parlons un petit peu du milieu de terrain également, parce qu'on parle énormément de Fekir et Lacazette, et c'est normal, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que ça ne voile pas un petit peu le formidable boulot des gamins au milieu? Je dis des gamins. Ils volent la vedette à Gonalon qui fait une saison remarquable, qui est très Il était bon régulier, hier qui a encore. un très très bon Il était niveau. bon hier encore. Et puis Ferry et Tolisso qui font pareil un très bon travail de piston. Ils sont vraiment, ce milieu de terrain est très complémentaire. Ils jouent les uns pour les autres. Il y a une vraie homogénéité en fait dans ce milieu de terrain. Et tu parlais d'insouciance, il y en a certainement. Mais je pense qu'ils progressent à chaque match et ils arrêtent pas, ils en veulent toujours plus. Cet esprit de compétition qu'ils ont va leur servir et fait qu'aujourd'hui on a ces résultats-là. Ouais, parce que d'autant Max Godalon, tout le monde connaissait Max, on savait que Max avait quand même des qualités, etc. Là, il a encore franchi un cap. je sais pas ce Et que c'est t'en vrai que penses, hier, Cédric. c'est vraiment Il est régulier, lorsqu'on il est regarde ses régulier dans la stats, performance. il est régulier dans la performance. Il est très régulier par rapport à un moment où il était un peu, était un peu plus en montagne russe.
Cette année, il est vraiment très régulier. C'est vrai qu'aussi, il est bien aidé par les 2 autres qui courent beaucoup et qui font beaucoup d'efforts. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, lui, ça le soulage quand même un peu parce qu'il y a eu des moments où il était vraiment le seul à courir et les autres le regardaient faire. C'est bien Donc, de le dire. c'est quand même plus facile d'avoir 3 gars qui défendent et qui jouent les uns pour les autres que d'en avoir un qui court pour les autres. Mais ce que je veux dire, c'est que Ferry et Tolisso étaient une belle formule. moins cotés sur le papier, on va dire. Et c'est vrai que moi, Ils sont mis au niveau. Et ouais, ils c'est vrai. sont mis au niveau, mais ça, c'est important, ça qui est hein. intéressant. Ils ont hissé leur niveau. Ce jeune-là, c'est un joueur qui me plaît beaucoup parce que c'est un gamin qui parles de s'adapte. Tolisso ou de Ferry? Voilà, Tolisso, Ferry, bon, on le connaît déjà. L'année dernière, c'était déjà un bon élément de l'équipe. Mais le petit Tolisso, c'est un gars qui me plaît bien parce que c'est un gars qui s'adapte. Où qu'on le mette, un couteau il fait suisse. toujours ses matchs. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Il est jamais extraordinaire, mais il est toujours là. Il va toujours faire son match. Et je crois que dans une équipe, des joueurs Il en comme faut ça, des c'est joueurs comme indispensable. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec un joueur comme Philippe Violo, qui n'était jamais David le Linares. plus grand joueur sur le terrain, mais qui était toujours là. Coco Michel, à Guingamp, qui était ce genre de joueur-là. On ne leur demande pas de faire la lune, on ne leur demande pas de faire des passes décisives tous les week-ends. Mais par contre, ils sont toujours là, ils font toujours leur job. Et c'est important. Et ils font souvent le boulot qu'on ne voit pas, le sale boulot aussi. Exactement. Ouais. Alors, j'ai pas envie de piquer ta place. Tu es Vas-y. un excellent animateur. Je t'en Mais prie. j'ai envie de poser une question à Cédric. En Mais fait, tu as le droit, mon lorsqu'on voit- Razik, paye, et tu vas pouvoir poser toutes les questions que tu veux. Donne-moi un peu d'oseille, je suis comme ça. Lorsqu'on voit cette jeunesse lyonnaise, toi tu étais jeune justement, on disait de toi que tu étais un excellent attaquant, un jeune talent. Comment on gère la pression justement lorsqu'on joue à l'Olympique Lyonnais, on fait la une des journaux, qu'on n'arrête pas de se dire justement que cette jeunesse est triomphante? Bonne question. Bah, 80 €. aujourd'hui, pour eux, je vais dire, c'est tout bénef. Parce qu'en début de saison, on ne les attendait pas. Donc, effectivement, ils ont surfé sur la vague de l'insouciance. Là commence à venir la pression, mais bon, la pression s'évacue avec les matchs qu'on gagne. Hein. C'est comme la bière, une fois qu'on l'a bu, après on la sent plus la pression. Et c'est ce qu'il faut, qu'ils continuent de faire. Il faut continuer de gagner les matchs. Et justement, cette pression avec les résultats, elle s'annule parce que la joie de ces victoires, la joie de se retrouver après les matchs, d'être ensemble, de gagner les matchs. T'emmènes dans une bonne spirale. On oublie justement qu'on est en tête et qu'on peut être champion. Et donc, tant que ça sera comme ça, je pense que l'équipe va aller vers l'avant. Alors, Il ne faudrait pas, par contre, qu'un grain de sel vienne se mettre dans la mécanique. Alors, c'est parce pour que là, ça ce serait plus compliqué. Je vais voir le verre à moitié vide pour le coup. Allez, on va en parler maintenant. Je voulais qu'on en parle après et en fin d'émission, mais on va en parler maintenant. Monaco-PSG, ça arrive là dans les 15 jours. On va jouer ces deux équipes. En admettant que ça se passe mal, est-ce que ça peut tout remettre en cause au regard de tout ce que tu viens de nous expliquer aussi? Parce qu'on gagne, la légèreté, l'insouciance, mais aussi un petit grain de sable. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, de toute façon, on va affronter deux équipes qui sont un peu dans la même dynamique que nous, puisque Monaco et Paris, c'est des équipes qui ne perdent plus depuis un petit moment. Donc, Enfin, Paris ne gagne pas non plus depuis un petit moment. oui, mais bon, ça reste ils sont Paris. en contact, hein. Je suis d'accord. C'est Paris, ils sont à Je suis 4 d'accord. points. Paris à 4 points. Ça fait peur. C'est comme Montpellier à 1 point. C'est Ils quand sont même même, à 5 points, parce qu'on peut considérer qu'avec le goal average, quand même, ça reste on a une de équipe l'avance, qui a une hein. grosse armada. Quand on les voit un peu jouer hier contre les Verts, même si ça me fait bien plaisir qu'ils aient gagné à Saint-Etienne, on se dit que ça va être très compliqué. C'est quand même une grosse artillerie. Pour ce qui est de Monaco, c'est une équipe qui ne paye pas de mine, mais qui gagne 1-0 tous les week-ends et qui avec se un but à un quart d'heure rapproche, de la fin. et qui se rapproche dangereusement des zones de. Cinquième, des zones de. C'est efficace, hein, c'est voilà. pas beau à avoir joué, mais c'est C'est efficace, une hein. équipe qui est très compliquée à jouer, Monaco. Je pense que le vrai test, ça va être à Monaco. Ça va C'est être un dimanche. match très très compliqué parce que c'est une équipe qui ne prend pas de but déjà en premier lieu. On va y aller, nous, avec notre buteur star en moins, donc ça va être encore plus compliqué. Et effectivement, T'es je pense inquiet que. Je ne suis pas inquiet parce que je pense que sur la dynamique, tout est possible. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, il ne faudrait pas enchaîner par 2 mauvais résultats sur ces 2 matchs-là parce que ça remettrait en cause beaucoup de choses, notamment au niveau de la confiance des jeunes joueurs. On sait qu'à cet âge, jusqu'à 20, 22, 23 ans, on peut très vite être dans l'euphorie comme on peut très vite basculer de l'autre côté. Et c'est un peu ce qui me fait peur quand on a des équipes avec beaucoup de jeunes joueurs comme ça. C'est intéressant parce qu'au niveau du classement, Très intéressant. on a de l'avance. Donc du coup, même si on fait 2 mauvais résultats, on sera toujours dans la course. Mais après, c'est psychologiquement. Comment on réagirait si jamais on avait ces 2 mauvais résultats en fait? C'est vraiment ça l'interrogation. Parce que l'insouciance, elle va passer à la déception, à la remise en question et à la gamberge. Et quand on gamberge, voilà, on est moins instinctif, on calcule, et quand on calcule, on n'est pas bon. Surtout en ce moment, enfin voilà, la jeunesse et l'insouciance font qu'on est voilà, c'est instinctif. Donc du coup, voilà, c'est naturel. Après, à la décharge de l'équipe, ils ont quand même un entraîneur qui, Alors, très bien, on a qui bien en parlé. tant que joueur,
a eu l'habitude de vivre ces espèces de situations où il a été au plus haut avec l'Olympique Lyonnais quand il y était. Suite à ça, bon, pour avoir joué avec lui à Guingamp, on a bien galéré aussi, donc il sait ce que c'est que la galère. Et je pense que c'est quelqu'un qui est en mesure de rassurer les jeunes et de leur expliquer que voilà, une défaite, c'est pas grave et qu'il faut pas tout remettre en question. Je pense que le rôle d'Hubert va être très important en cas de mauvaise série. Alors justement, Hubert Fournier, je faisais partie de ceux qui n'y croyaient pas une seconde, voilà, je le dis. Franchement, je suis bluffé et je lui adresse, je ne sais pas s'il regarde cette émission, mais toutes mes félicitations parce qu'il a récupéré un joli bébé, il l'a bien fait grandir, je trouve, et ça, c'était pas facile et pas gagné avant le coup. Est-ce que c'est un entraîneur qui est mal considéré pour toi ou pas du tout? Parce qu'on n'en parle pas énorme quand même. Hein. Je ne dirais pas qu'il est mal considéré. Si Hubert était mal considéré, il ne serait pas l'Olympique Lyonnais. C'est vrai. Ça, c'est la première chose. On n'entraîne pas l'Olympique Lyonnais en étant un mauvais entraîneur, à mon avis. Maintenant, c'est vrai que c'est un jeune entraîneur qui n'a pas une grande expérience à ce niveau-là. Mais jusqu'à présent, il faut bien avouer qu'il est bien rentré dans le costume. Ah ouais. Maintenant, Maintenant, on parle peu en fait. Parce que je pense que ce que vous voulez dire, mais c'est quelque part peut-être grâce à ça aussi qu'il est dans une telle sérénité qui lui permet de travailler tranquillement. Mais humainement, c'est quelqu'un qui prend la pression de loin, etc. Parce que j'arrive pas à savoir comment il la gère. Il a l'habitude. Je dirais que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a connu un peu les deux univers de la première division, celui donc on du lui bas, fait pas, c'est ce que tu veux celui dire du bas et celui du haut. Donc il connaît les deux types de pression. Il connaît les deux types de pression et je pense que c'est quelque part un gros avantage pour lui. On a vu comment ça pouvait se passer avec un entraîneur habitué du haut. Quand ça va mal, et ben c'est un peu le bordel. On l'a vu par le passé à Lyon avec Monsieur Puel, qui somme toute est un bon entraîneur quand même. Et du coup, lui, il a cette chance-là d'avoir vécu un peu toutes les situations, d'avoir entraîné Reims, d'avoir fait ses armes dans la difficulté. Et du coup, il est là, il est présent, il ne fait pas de bruit, mais il fait son boulot. Il est bien aussi accompagné par Genèse, Mobilette, Bruno Genesio, qui, à mon avis, a un peu plus d'expérience que lui du niveau et qui doit lui apporter son savoir et son expérience. Donc voilà, je pense qu'ils sont complémentaires et que voilà, il faut qu'ils continuent comme ça parce qu'ils font du bon boulot. Quelque chose à rajouter, Nico? Ouais, Vas-y. bon boulot. Moi, Hubert, quand je l'ai connu en tant que joueur, donc du coup, j'étais à l'OL à l'époque où il était. Il avait la carrure déjà pour être un entraîneur, il avait ces capacités-là. Après, comme sur ce que vient de dire Cédric, il n'y a rien à rajouter, vraiment. Hormis le fait que déjà, Reims, il avait l'habitude de bien faire jouer ses équipes. Par contre, en fin de saison, il y avait toujours un petit manque qui faisait qu'il s'effondrait. Alors, est-ce que c'était physique, est-ce que c'était mental? Là, avec l'effectif de l'Olympique Lyonnais, je pense qu'il est un peu plus armé pour ça. Et puis, le staff aussi va être très important. Joël Batz, Bruno Genesio, tout ça, ils ont l'habitude de gagner, ils ont l'habitude de ces fins de saison en boulet de canon. Donc du coup, voilà, je pense qu'aussi ils vont être d'une aide précieuse avec les cadres de l'équipe pour bien encadrer justement cette équipe. Ouais, il correspond à la mentalité lyonnaise, simple mais efficace. Il est sobre. Vraiment, il n'en fait pas trop, il n'en rajoute pas. Même dans ses rapports avec les médias, même dans ses rapports avec le genre de la maison OL. Même dans ses rapports avec les joueurs. Les joueurs, ils le disent. Voilà, il est simple, il parle avec eux, il est voilà, ancien joueur, etc. Il joue le jeu du club, il écoute Bernard Lacombe, mais ça c'est aussi important. Personne ne va me contredire autour de cette table. Qui est bienvenu dans cette émission. J'aimerais bien qu'il vienne. Il y a le président Aulas, il y a aussi Bernard Lacombe. On a lancé les invitations, maintenant on attend les réponses. Voilà. Nous on a fait le boulot. Exactement. Donc sincèrement, bonne surprise et pourvu que ça dure. Absolument. Allez, on va pour terminer cette émission parler du titre, parce qu'on est quand même obligé. Bien sûr, il reste 16 journées, bien sûr, on est leader du championnat, bien sûr, il peut se passer mille et une choses, mais si on regarde les choses de manière pragmatique, on est quand même dans une situation confortable. Enfin, c'est pas non plus, on n'a pas 15 points d'avance, mais bon, ça reste quand même correct. Cédric? Oui, ça reste correct. Maintenant, pour tous ceux qui connaissent très bien la Ligue 1 et qui connaissent un peu le championnat, on sait qu'à la fin du mois de février, les carottes sont un peu cuites pour certains et tout est pratiquement gagné. Le mois de février, pour moi, c'est le mois le plus difficile parce qu'il y a beaucoup de matchs à jouer, on enchaîne souvent les matchs. Et non seulement l'effectif, mais aussi les terrains font que c'est une période clé. Là, on va rentrer en plein dedans. Et si l'Olympique Lyonnais arrive à être encore en tête à l'issue du mois de février, je pense qu'ils ont une grande chance d'aller jusqu'au bout. Maintenant… Parce que Ludo Giuli, je te l'ai dit avant l'émission, nous a dit qu'il faut attendre PSG et Monaco. Monaco et PSG. Toi, tu nuances un petit peu, tu dis plutôt fin février, on fait le point? PSG, Monaco, et puis après, à un autre degré, il y aura Marseille. Mais on sait
Je le sais un peu parce qu'on a été dans cette situation avec à l'époque mon équipe de Guingamp où on était premier à la trêve et on n'a pas pu passer février, du coup on a fini 4e. Mais c'est toujours la période la plus dure parce que les organismes ils sont mis à rude épreuve. Comme je l'ai dit, la profondeur de banc, d'effectifs fait que aussi en jouant parfois deux matchs par semaine, et ben, on récupère moins bien et que c'est plus dur. Et franchement, le mois de février, c'est le juge de paix en général. Ouais. Nico et Razik ensuite. D'autant plus qu'on aura la période avec les 3 déplacements consécutifs, Lille, Montpellier et Marseille, donc au mois de février. Donc du coup, je pense que ça va être une période charnière. On rencontre des adversaires directs, Marseille, PSG. Oui, mais je pense que dans la situation où on est, et en étant à l'Olympique Lyonnais, on se doit de croire au titre, parce qu'on a 4 points d'avance, il vaut mieux les avoir que les avoir de retard. Un très bon goal average, pardon de vous casser très bon goal average, bien sûr, avec ça, c'est mais très important. ça peut jouer. Le goal average est important, ouais. Mais je c'est pense vrai que qu'aujourd'hui, le on a fait 10 d'avoir buts de 4 plus points, que aujourd'hui, si tu PSG, ne crois pas par au titre, exemple, tu n'as je rien à crois. faire dans cet Non, mais c'est effectif-là, et tu clair. n'as rien à faire au haut niveau. Voilà. T'es leader du championnat. Voilà, des ambitions, Non, des mais voilà. ambitions. Le procureur vient de se réveiller. Enfin. Mais Non, oui, mais c'est vrai. quand tu as cette équipe-là, quand tu es leader, Mais il il faut faut quand bien sûr y Ah, mais croire. faut y croire. 4 points d'avance, Il faut c'est quand même un bel acquis. être ouais. mesuré quand même, mais avoir des ambitions. Voilà, aujourd'hui, il reste 3 mois de compétition, 16 matchs. Je suis désolé, voilà, il faut lâcher les voilà, il chevaux. faut aller Et ce qui est le génial plus en plus à possible, l'OL et- pour l'instant, c'est que le président Olas dit, lui il parle dans les médias, lui il peut dire on joue Oui, mais au lui, il a le droit de titre, prendre la il a le droit, pression. et les joueurs, Les joueurs, restez c'est concentrés, normal. faites le boulot. Mais Là, il je fait pense du que Olas. ça, Et là, c'est c'est ce du qu'il a Olas. toujours fait et il le Voilà. fait très bien. Et il le fait très bien, ça marche. Il ça faut avoir marche. de l'ambition, il faut. voilà, Les joueurs restent concentrés. les Après, joueurs- c'est vrai qu'avec 4 points, ça laisse un petit matelas quand même. Donc, Bien sûr. tout est Le possible. président Olas fait des contre-feux quand il n'y a pas encore le feu. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est là Un où il est gestionnaire. étonnant. Ouais, ouais. Gérer, c'est prévoir. Et quand tu disais à l'instant qu'il est dans son rôle, c'est exactement ça. Il faut. Bah, ça fait des années qu'il le fait, Bien il sûr. protège son équipe, il protège son staff, il est très malin. Pour terminer cette émission, quelle est l'équipe qui, selon vous, peut ennuyer l'Olympique Lyonnais pour le titre, en admettant qu'on finisse deuxième dans ce cas-là, hein? Est-ce Paris, est-ce Saint-Etienne, est-ce Monaco, est-ce Paris. Marseille Paris. Parfois, la fin des choses, Paris. Aujourd'hui, objectivement, mis à part Paris. Et la Champions ça League. va Hein. être Enfin, compliqué. Paris hier soir, moi, ils m'ont tout sauf impressionné hein, à Bah, Saint-Etienne. bah, Alors, on moi- m'a dit, moi- j'ai moi- lu qu'ils étaient mieux, ouais, un peu. Moi, je les ai trouvés bons. Ouais, d'accord. C'est costaud, c'est solide. Ah, quand même, ouais, hein. c'est bon parce qu'ils ont été chercher le ballon dans le camp de Saint-Etienne. Pendant une mi-temps, Saint-Etienne n'a pas existé. Ils ont fait que de reculer, combien reculer. Pas d'occasion. Oui, mais après pas d'occasion parce que les autres jouaient pas. C'est-à-dire quand tu joues à 20 mètres de ton but, c'est dur de se créer des occasions. Comme Metz. Mais objectivement, dans la Cavani, dans la Zlatan, récupération ça du ressemble un ballon, peu dans le rouleau compresseur, Paris, c'est ça, solide. exactement. C'est Très très solide, costaud. ouais. En fait, Je suis d'accord avec vous, mais- ils arrivent à user leur adversaire jusqu'à ce qu'ils craquent. Et tout en, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça reste Saint-Etienne, c'est quand même une des bonnes équipes du championnat de Ligue 1. Et hier, ils ont été inexistants, ils n'ont pas pu jouer. Quoi. Non, ils ont Donc, pas pu jouer, c'est, mais Paris, c'est vraiment le rouleau solide, compresseur. Quoi. Solide, rouleau compresseur éventuellement, mais enfin, ils n'ont pas écrasé la Ouais, bah, rencontre d'occasion. bah, imagine quand ça va se mettre à tourner, Marc. Le truc, c'est ça, c'est qu'en étant pas bon. S'ils se ils mettent sont- à ils sont tourner, il 4 serait points. peut-être temps en février. Bah ouais, mais justement, est-ce qu'ils ne sont pas programmés pour après la Ligue des Champions Après, il ne faut pas oublier qu'ils sont encore sur tous les tableaux. c'est ça. Qu'ils ont un gros match et une grosse compétition carrée avec la Ligue des Champions contre Chelsea. Il va prendre beaucoup d'énergie. Hein. Oui, mais bon, Ah, ils ont l'effectif pour. Malgré ils tout, ont- le concurrent. le concurrent direct d'accord. aujourd'hui, ça sera Paris. Voilà, exactement, c'est ça. Je pense Et que après- Saint-Etienne ne sera plus concurrent parce qu'ils sont déjà un petit peu loin. Marseille, Monaco, ça va même craquer. s'ils sont sur une bonne dynamique, c'est quand même, ils sont encore assez loin. Et puis Marseille, les joueurs commencent à vraiment tirer la langue très bas et dans pas longtemps, ils vont finir par ramasser la pelouse. Donc, non, ça commence à être très compliqué. Aujourd'hui, Nico. moi je rêve qu'on soit champion, mais si on finit deuxième, ça va très bien. Je signe tout de suite. bien hein. sûr, le deuxième, c'est magnifique. En plus, Derrière ça Paris, coûte- ça m'irait. En plus, ça coûte je moins préfère cher qu'on au soit club, dehors. deuxième, Ça coûte- parce qu'il y a pas- le président est content. Il n'y a pas les prises de champion à signer. Mais en tout cas, on peut se dire que premier ou deuxième, c'est. Alors évidemment. C'est très, très envisageable. Envisageable. Voilà, on rêve Deuxième, c'est plus qu'envisageable. c'est pas. Plus sûr. qu'envisageable. Toi, si, Je tu dirais mets que une pièce- deuxième, c'est très 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 envisageable et champion, ce serait la cerise sur le gâteau. Mais deuxième, tu mets une pièce, tu penses qu'on finira deuxième, c'est ça? Moi, C'est je ma pense qu'on question. finira premier. Premier? Ah, c'est bien. Parfait. Merci beaucoup, messieurs. On a pris pour habitude de recevoir Lulu de Villeurbanne pour la synthèse, mais vous allez le retrouver, Lulu de Villeurbanne, ne vous faites pas de soucis. Il sera là-dessous, là, en dessous de cette vidéo. Et ben, vous verrez la synthèse de l'émission, parce qu'elle sera disponible sur le site olympique-et-lyonnais.com. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Bart. Merci beaucoup, le procureur Razik. Merci beaucoup, Cédric. Merci Bart, c'est toujours un plaisir. Ah bah c'est gentil et c'est partagé. On se retrouve lundi prochain. Ah, dans quel état? Puisque là, on sera après le match à Louis II, parce que Monaco se déplacera parce que Lyon se déplacera à Monaco. Donc rendez-vous lundi prochain.
bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bonne matinée, bon après-midi, enfin n'importe quand, puisque c'est du web, c'est quand vous voulez. Et c'est gratuit. Et n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux, les gones. Allez Lulu, à toi.